Allez, je propose qu'on commence. Il est 17h02. On va commencer donc ce webinaire qui a trait à l'empreinte carbone et avec en filigrane la question comment vraiment réduire son empreinte carbone. Alors, je suis très content de vous avoir toutes et tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Je vais commencer par introduire Laurent Barbézieux qui est avec nous aujourd'hui, qui est un grand spécialiste en la matière. Alors, c'est diplômé d'une grande école de commerce en 2011, HEC, 9 ans de carrière en tant que consultant en stratégie. C'est un des cofondateurs d'Axio. Alors, Axio est une entreprise qui est relativement jeune, créée en 2020 pour des besoins qu'on comprend tous, et dont l'objectif, finalement, est de permettre aux entreprises de calculer leur empreinte carbone très rapidement et de manière efficace, et d'identifier des pistes d'amélioration, ce qui est bien évidemment super important. La mission d'Axio est d'engager et de soutenir la révolution bas carbone de toutes les entreprises en les formant en continu. Donc, bienvenue à toi, Laurent. Tu vas prendre part finalement à ce webinaire en nous expliquant beaucoup de choses sur le sujet. Quant à moi, eh bien, je suis Éric Mangin, je suis le cofondateur de NOS. Alors, j'ai un background d'ingénieur environnementaliste et de biologiste marin. Ça fait une vingtaine d'années que je gravite autour des sujets RSE et impact. Et j'ai cofondé donc en 2019 NOS, dont le but est d'accompagner les entreprises à accélérer leur impact et leur RSE en impliquant leurs parties prenantes, donc leurs clients et leurs employés dans cette démarche. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. On peut passer à la slide suivante. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat, ce qui ne veut pas dire que les 334 autres jours de l'année, on ne doit pas s'en soucier, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'opportunité de se poser un peu sur le sujet, d'essayer de mieux le comprendre pour mieux l'appréhender et pouvoir peut-être prendre des bonnes résolutions pour pouvoir mieux le servir. Ce qu'il faut comprendre avec le climat et l'empreinte carbone, c'est qu'il faut investir du temps et des ressources un petit peu pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Passer au slide suivant. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on entend plein de choses, on entend parler de beaucoup de choses quand on parle d'empreinte carbone et de climat, avec des vérités, des contre-vérités. Et l'idée, c'est de savoir un peu ce qu'il en est, de trier finalement le bon grain de livret, de pouvoir savoir, entre guillemets, ce qu'il en retourne de l'empreinte carbone. Alors, on va commencer par un petit test qu'on va vous inviter à faire, histoire de tester un peu vos connaissances et savoir un peu où vous en êtes quand il s'agit finalement d'empreinte carbone. Alors, je vous invite à scanner. Ça va nous permettre finalement de sonder. Donc, on va vous laisser 30 secondes pour scanner avec votre téléphone portable. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui pollue le plus, d'après vous, 24 heures de streaming sur l'ordi ou 3 repas avec du bœuf. C'est vrai qu'on entend souvent parler où le streaming, ça pollue beaucoup, il faut pas manger de viande, etc. Mais d'après vous, quel est finalement ce qui a le plus d'impact néfaste pour la planète? 24 heures de streaming sur l'ordi ou 3 repas avec du bœuf? J'espère que vous avez tous voté. Eh bien, on va découvrir la réponse. Donc, effectivement, vous avez répondu 3 repas avec du bœuf. Et si je ne m'abuse, la bonne réponse, c'est 24 heures de streaming sur l'ordi. Donc, effectivement, il vaut mieux pas s'endormir devant sa série et peut-être que le mieux, c'est de lire un bon livre après un bon tagine végétarien. Prochaine question. D'après vous, qui pollue le plus? Alors, vous pouvez encore rescanner le code pour répondre à cette question. Est-ce que c'est 9 kilos d'avocat ou 100 km en voiture? On va vous laisser quelques petites secondes pour répondre à cette question.
Allez, on va découvrir la réponse. Eh bien, pour le coup, la plupart d'entre vous ont bien répondu. C'est effectivement les 9 kilos d'avocats qui polluent le plus. Donc, en plus, si on a été les chercher en voiture, ces avocats, ça fait cher le guacamole. Donc voilà, encore une fois, bravo pour les 80% d'entre vous qui ont eu la bonne réponse. Mais on voit bien effectivement que d'autres se sont un peu trompés. Et donc voilà, ce qui nous fait dire qu'effectivement, il faut bien comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants pour pouvoir finalement bien répondre à ces enjeux. Prochaine question. Et pour répondre Oui, à tu la veux dire que... question qui était posée, là, on est effectivement uniquement sur l'empreinte en gaz à effet de serre, donc équivalent CO2, mais ça inclut d'autres gaz à effet de serre, protoxyde d'azote et autres joyeusetés. Mais l'analyse environnementale n'est pas que sur les gaz à effet de serre, il y a d'autres sujets. Et là, on ne parle que de gaz à effet de serre, pas de pollution, d'eutrophisation des eaux, etc. Alors, la prochaine question, merci Laurent. La prochaine question et la dernière question. Qui pollue le plus, un jean ou 104 km en avion? Bon, j'espère que personne d'entre vous n'a pris l'avion pour faire 104 km. Allez, on va découvrir la réponse. Ah ben, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, effectivement, alors c'est la même chose. C'est effectivement la même chose. Un jean, effectivement, pollue autant que la production d'un jean en moyenne pollue autant que de faire 104 km en avion. Je pense que la prochaine fois que vous verrez l'avion et que vous verrez des passagers en jean, vous ne les verrez pas de la même manière. Question suivante, où il n'y a plus de questions, non, pardon, excusez-moi, il n'y a plus de questions. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vraiment comprendre que on voit bien qu'il y a des questions, des réponses qui sont un peu disparates et on comprend bien la nécessité d'investir un peu de temps pour pouvoir mieux comprendre justement ces enjeux et pour pouvoir finalement, voilà, pour trouver, pour pouvoir formuler une solution, il faut bien comprendre le problème. Donc l'idée, entre guillemets, de ce webinaire, c'est de commencer par une petite séquence où on va mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'empreinte carbone. Et pour ce faire, je vais laisser parler le spécialiste qui est autour de la table, qui est Laurent. Merci beaucoup. Donc, ravi de pouvoir présenter ce sujet. Donc, nous, chez Axio, on n'est plus sur l'empreinte carbone des entreprises, mais l'empreinte carbone individuelle est au moins aussi importante. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité participer et co-organiser ce webinaire. Donc, on peut passer sur la page suivante. On va pas faire 10 minutes de climatologie et de cours sur l'effet de serre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Il y a des gaz à effet de serre qui font que il fait plus chaud sur Terre que s'il n'était pas là. Je passe les détails techniques, mais ça piège la chaleur. Sans gaz à effet de serre, il ferait moins 15 degrés sur Terre en moyenne. Avec, il fait environ 15 degrés. Et plus on en ajoute, plus il va faire chaud en moyenne. Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point, la haute globale, cette physique du climat, ça fait longtemps qu'elle est connue. La découverte de l'effet de serre, ça date de la fin du 19e siècle par un scientifique suédois, M. Arrhenius, qui était prix Nobel de chimie. Donc, qui a mis en évidence l'effet de serre et qui, déjà en ordre de grandeur, avait déjà fait le bon calcul de si on fait x2 sur le CO2, de combien évolue la température au niveau mondial. Et quand on prend les modèles après 150 ans de science, de micro-ordinateurs, de supercalculateurs et autres, on est encore dans le bon ordre de grandeur. Donc, on est vraiment sur des éléments qui sont robustes et démontrés. Donc, on n'ira pas plus loin sur les éléments scientifiques, mais on peut faire confiance au GIEC et à 150 ans de science sur le sujet, et passer sur la page suivante pour voir les impacts du changement climatique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, le changement climatique, c'est un phénomène dont on voit déjà les conséquences. La température a augmenté en moyenne sur Terre de 1,1 degré déjà par rapport à ce qu'il y avait avant. L'augmentation est plus forte
sur les continents que sur les mers. Et plus on se rapproche des pôles, plus cette augmentation est élevée. Ce qui fait que la France, qui est sur des latitudes tempérées, mais qui est sur un continent, a déjà plus 1,8 degré. Et la limite qu'on s'était donnée sur les accords de Paris, c'est 1,5 degré. On va tuer le suspense. À ce rythme, on y est en 2030, au rythme des émissions actuelles. Et il est évident qu'on va malheureusement les dépasser. L'enjeu, ça va être à quel point on arrive à limiter cette augmentation, parce que si on commence à dépasser les 2 degrés et autres, on entre dans un terrain vraiment inconnu en termes d'impact. Et ces impacts, on les voit déjà. Augmentation de la température, phénomènes climatiques plus extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, inondations, je fais voir l'été dernier. Et il y a des impacts dont on parle beaucoup, par exemple l'augmentation des niveaux des mers, qui en fait sont pour le coup à assez long terme, assez massif à l'échelle du millénaire, mais à l'échelle de nos vies, c'est pas forcément ça qui va être le plus gênant, sauf quand on est vraiment dans les pays qui sont pile sur le niveau de la mer. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est un phénomène de long terme. Donc, ça implique, si on veut s'en occuper sérieusement, de concrètement changer nos vies pour arriver à arrêter ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, page suivante, on montre d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a repris une analyse de carbone 4, qui est cette fois sur l'empreinte individuelle moyenne d'un Français. Alors, deux, trois éléments. Déjà, au total, ça fait 9-10 km de CO2, 10 tonnes de CO2, ça ne veut rien dire, par personne par an. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur à retenir. 9 à 10, il y a des petits niveaux d'incertitude, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Ce qui est instructif, c'est qu'en fait, le CO2 est partout dans nos vies et pourtant, on ne le voit pas. Enfin, je dis CO2, mais c'est les gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le CO2, même si c'est le principal. Donc, il est dans chaque produit, dans chaque repas, dans chaque déplacement. Donc, il y en a partout. Donc, ça veut dire que tous les éléments de notre vie doivent passer à travers ce laser ou ce tamis de comment on fait pour décarboner. Ensuite, cette moyenne d'environ 10 tonnes, elle est à la fois super instructive et pas très utile. Alors, pourquoi c'est très instructif ? Déjà, on a des enseignements clairs rien qu'en voyant ce graphe. On voit que la voiture, en moyenne, c'est un gros sujet. Donc, il y a un vrai enjeu de réduction des émissions pour la mobilité. On voit que l'avion, c'est pas tant que ça. Mais c'est parce qu'il y en a plein qui ne le prennent jamais. Et les peu qui le prennent, ça représente une part énorme de leurs émissions. On voit que la viande, c'est un vrai sujet. Donc, ce n'est pas une lubie d'écolo. Il y a un vrai enjeu sur la viande. Les fruits et légumes, c'est peanuts à côté. Enfin, c'est peanuts. On en prend beaucoup par rapport à la viande et c'est 5 fois moins d'émissions. Le chauffage, en particulier gaz et fuel, on voit qu'il y a un enjeu. Là où en France, l'électricité, c'est tout petit parce qu'on a déjà à peu près réussi à la décarboner. Le numérique dont on parle beaucoup, dont nos ministres, en fait, il est planqué dans l'électronique et les télécoms. Ça représente pas du tout la part de débat public sur le numérique, et l'empreinte carbone du numérique est totalement déproportionnée par rapport au sujet. Et on voit que pour faire société et avoir des services publics, en fait, ces services ont également une empreinte qui est loin d'être négligeable parce que c'est des services parfois qui sont utiles. Donc il y a déjà pas mal d'enseignements juste en regardant cette photo. Par contre, si on se dit, moi, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire en priorité, au final, c'est pas très utile parce que c'est une moyenne et personne n'est le français moyen. Donc, la première chose à faire et la chose la plus utile pour savoir ce qu'on peut faire à son titre individuel pour le climat, et ça, on va le dire 10 fois lors de ce webinaire, c'est mesurer son empreinte carbone et le faire une fois par an, une fois tous les 2 ans, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on oublie. C'est pas on l'a fait une fois dans sa vie et on sait ce qu'il faut faire. Il faut régulièrement un peu se reconfronter à cette réalité des faits pour s'assurer qu'on n'oublie pas les vrais sujets. On peut avancer sur la page suivante. Une fois qu'on s'est dit on émet 10 tonnes de CO2 environ, 9-10, le sujet c'est de combien on doit baisser. Page suivante, on a la réponse. C'est une réduction qui va être de... Je ne sais pas qui... Yes. Donc la réduction qu'on doit atteindre, c'est 2 tonnes de CO2 par personne. Alors déjà, pourquoi 2 tonnes et pas 0 ? Parce qu'on considère qu'on est capable de stocker l'équivalent de 2 tonnes de CO2 par personne en France.
et pas plus. Donc en fait, ça c'est un peu le max du max. Aujourd'hui, on arrive à stocker moitié moins déjà. Donc va falloir arriver à significativement améliorer la gestion de nos forêts et de nos territoires pour arriver à stocker ces 2 tonnes. Et on ne pourra pas faire beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir réduire tout le reste. Et un budget de 2 tonnes de CO2, en fait, on voit que c'est déjà moins que ce qu'on mange. C'est à peu près autant que ce qu'on émet avec son logement. C'est moins que les déplacements. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir passer un peu à la paille de fer tous les éléments de nos vies et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut agir, sur quoi on peut agir pour vraiment avoir cette réduction des émissions. Heureusement, on ne parle pas d'une réduction du jour au lendemain, c'est juste impossible et pas réaliste. C'est à horizon 2050, ce qui est déjà un bon challenge, on va dire, parce que 2050, il y a quand même plein de sujets qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on dépend des autres pour y arriver. Voilà le topo. Il y a un sujet dont on parle beaucoup aussi, c'est la compensation carbone. Eric, je te laisse peut-être dire un mot dessus. Oui, effectivement, il y a beaucoup de débats sur la compensation carbone. On associe peut-être à tort la compensation carbone au greenwashing. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors effectivement, la première des choses, c'est calculer son empreinte carbone, mettre en place un plan pour la réduire. Mais ensuite, derrière, effectivement, il y a une empreinte résiduelle entre le delta entre le 2 et ce que vous allez faire et aussi de votre responsabilité. Et moi, j'ai coutume en fait d'expliquer le sujet par une histoire qui est très simple. En fait, si on peut faire finalement une analogie entre les émissions carbone et jeter des papiers par terre. Imaginons que je jette 10 papiers par terre et que je décide en fait aujourd'hui de dire bon, je prends la bonne résolution et je vais diminuer mes papiers par terre. Donc l'année prochaine, j'en jetterai que 9. L'année suivante, 8 et l'année qui suit, 7. Donc effectivement, au bout de 3 ans, j'aurais réduit de 30% mes émissions de papier par terre. En revanche, j'en aurais mis 24 par terre. Et donc à un moment donné, la responsabilité, c'est de se dire aussi, ok, c'est un coût, mais je vais assumer finalement le fait que je ne sois pas optimal, je vais réduire et compenser via des projets, donc certifiés, et bien mon empreinte carbone résiduelle, c'est-à-dire celle qui reste après tous mes efforts. Et donc après, le débat, c'est plus quel projet utiliser finalement pour le faire de manière efficace. Donc, c'est d'autres sujets, mais il y a quand même des projets qui existent, des puits de carbone ou des projets effectivement qui sont certifiés, qui permettent de pouvoir le faire avec sérénité. Qui n'enlève pas la responsabilité première, fondamentale, de réduire son empreinte carbone. Je peux passer au slide suivant. Alors, action individuelle ou collective, quel point? C'est vrai qu'on entend toujours parler, effectivement, on parle d'émissions carbone, on a tendance à s'affranchir de sa propre responsabilité pour la mettre sur les autres, sur celle des entreprises, etc. Alors, à ce sujet, il y a une phrase de Voltaire que j'aime beaucoup, c'est dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Et donc l'idée, en fait, c'est d'écouter un peu la science. Ce que nous dit la science, en fait, qui est un peu notre boussole, c'est que on a tous une responsabilité individuelle et une responsabilité collective à mener. Et là encore, je vais laisser le spécialiste en la matière, Laurent, nous parler un peu de tout ça. Donc effectivement, c'est un faux débat d'opposer action individuelle et collective. Parce qu'en fait, si on schématise un peu les choses, chacun, on a déjà plusieurs casquettes. On est un citoyen, on est un producteur, un consommateur. Donc citoyen peut être engagé dans des associations. On peut être un électeur. On est un producteur parce que on est dans des entreprises, par exemple, on est salarié, entrepreneur et autres, et on est évidemment consommateur. Donc, on a déjà plusieurs leviers d'action en tant qu'individu, ce n'est pas exclusif. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on fait partie de cercles plus ou moins larges, amicaux, collègues, familiaux, un voisinage, et un cercle même plus régional, national ou international, soit via les élections, via les entreprises auxquelles on appartient, les ONG que l'on soutient. Et donc, on a tous un rôle qui est sur plusieurs axes et plusieurs niveaux d'échelle. Et donc, il ne faut pas se dire je fais le max du max à mon échelle individuelle ou je fais tout pour faire bouger mon entreprise. En fait, vu l'ampleur du défi, il va falloir faire les deux. Donc, c'est clair que c'est vraiment un non-sujet de poser ça.
Et l'exemple un peu caricatural, c'est on dit souvent, oui, mais il y a 1,5 milliard de Chinois, ils vont se mettre à tous consommer, on ne va pas y arriver. Ah, oui, tout à fait. Simplement, à titre individuel, moi, je ne vais pas aller en Chine leur faire la leçon. Et c'est genre tout au bout de ce que je peux pas faire. C'est à l'international et c'est la consommation. Bah, moi, je peux juste changer mon mode de consommation à moi et en parler à mes amis et potentiellement, dans ma vie professionnelle, ce que j'ai fait, bah, m'orienter vers un job qui me semble plus aligné avec l'objectif général de réduire les émissions. Et si tout le monde fait ça, des politiques aux grands patrons jusqu'aux étudiants, en passant par les retraités, en fait, on va y arriver parce qu'on va forcément couvrir toutes les dimensions de cette matrice si tout le monde s'y met en même temps. Donc, c'est vraiment un point clé. Euh, Personne n'a seul la solution, mais si tout le monde s'y met à 8 milliards en même temps, on va arriver à résoudre le problème. C'est ce qu'a rappelé Jack. On a les moyens technologiques et les solutions collectives pour arriver à vraiment atteindre la neutralité carbone sur un horizon temps qui permet d'avoir une Terre tout à fait habitable. Si on essaie, sur la page suivante, de voir un peu, de manière un peu plus quantitative ce que ça veut dire, donc là, il y avait une étude qui s'appelle Faire sa part, qui essayait d'un peu quantifier ça. Il disait, il y a des actions individuelles et des transformations plus collectives. Si on veut passer de ces 9-10 tonnes à 2 tonnes de CO2, si on est vraiment un chevalier blanc du climat, un warrior Greta Thunberg, on peut arriver à diminuer jusqu'à 50% ses émissions. Déjà, il y a 2 tonnes, c'est quasiment les services publics. Donc ça, on ne peut pas y toucher, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et après, on va quand même un peu manger. Voilà. Donc en fait, on peut difficilement faire beaucoup moins que 4-5 tonnes de CO2 si on compte la partie services publics et la société. Et si on est un peu plus réaliste, on peut sûrement arriver à baisser de 20%, à la fois avec des changements de comportement. Ça coûte rien, si ce n'est au quotidien, d'agir différemment, et des actions d'investissement, passage à l'électrique, rénovation et autres. Et on voit qu'il y a quand même un sujet de transformation beaucoup plus systémique, qui représente une bonne partie de l'effort à faire. Là où c'est intéressant, c'est que plus on a d'actions individuelles qui sont faites, plus le coût pour les politiques, pour la collectivité, à mettre en œuvre ces transformations systémiques va être faible. Parce qu'en fait, plus on a de personnes qui veulent faire du vélo en ville, plus on a de gens qui veulent prendre des produits végétariens ou acheter de seconde main, plus en fait les entreprises, les politiques, les actions vont se mettre en œuvre pour que cette demande de tout un chacun ait une réponse. Et après, il y a forcément des réglementations, des régulations dur. Donc, on va parler d'interdiction. Oui, on a interdit la vente des voitures thermiques en 2035, parce que sinon, c'est évident que si on ne veut plus avoir de voitures thermiques en 2050, il faut que la dernière vendue, ça soit 15 ans avant. Donc, il faut se mettre d'accord à un moment sur certains sujets qu'on arrête de faire. Mais plus on est moteur au titre individuel, plus la transformation systémique va être rapide et efficace et bénéfique pour tout le monde au final. Ouais. Mais là, la question, Laurent, en fait, que tout le monde peut se poser, c'est par quoi on commence? En fait, effectivement, on peut se dire que si on essaie de tout faire d'un coup, on va se démotiver, ça va être un peu contre-productif. Et donc, en filigrane, par quoi on commence pour pouvoir arriver à faire quelque chose et à réduire son empreinte carbone? Ouais. Par quoi on commence, en fait? Une fois de plus, ça va dépendre des gens, ce sur quoi il faut commencer, parce que personne n'a la même empreinte carbone, ça dépend de votre vie. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les actions pour réduire son empreinte, elles sont pas du tout, au-delà de leur impact, qui peut être plus ou moins élevé, elles sont pas de même nature. Il y a des actions qui peuvent avoir plus ou moins de délai. Voilà, on peut tout de suite changer l'alimentation ou mettre en place des éco-gestes. Ou il peut y avoir des sujets de vrai long terme. Enfin, on dit les gilets jaunes, ils disent, oui, mais moi, j'ai besoin de ma voiture pour aller au travail. Oui. Donc ça, c'est un sujet qui peut prendre du temps à changer. On est d'accord, on ne peut pas du jour au lendemain se rapprocher de son lieu de travail, c'est évident. Par contre, on peut planifier à l'horizon d'une ou deux décennies ce genre de sujet. Ensuite, il y a des actions qui peuvent ou pas avoir un coût, il y a même des sujets qui peuvent faire des économies. Après, il y a des sujets où il y a besoin d'investir. Et ça, c'est des choses où, vu qu'on n'a pas un argent infini, il faut se dire, c'est quoi l'euro que je suis prêt à mettre qui va être le plus efficace pour réduire le CO2. Et il y a évidemment des gens qui n'auront pas ces euros. Et donc là, il y a un sujet de puissance publique pour subventionner ça. Donc typiquement, baisser le prix de l'essence à la pompe, c'est pas forcément le meilleur usage de notre argent à tous, de nos impôts, pour accélérer cette transition. Donc on voit qu'il y a forcément des actions structurelles qui nécessitent de l'argent. Et enfin, il y a des actions qui ont des niveaux de fréquence très différentes. Il y a des actions quotidiennes. Ce qui est important là-dessus, il y a toutes des
des bibliothèques entières sur les psychologies du comportement et des consommateurs, c'est avoir des habitudes et des automatismes. Si chaque matin, on a une liste de 50 choses dont on doit se rappeler pour ne pas émettre trop de CO2, on devient fou au bout de 2 semaines. Donc en fait, il faut que ça fasse partie des habitudes de consommation. Moi, j'appelle ça le théorème du Nutella. Je ne sais pas y résister, donc je n'en achète pas. Donc une fois par semaine, je me dis que j'en prends pas. Et j'ai jamais à résister à la tentation de manger du Nutella. C'est la même chose pour tous ces enjeux, on va dire carbone. Il faut prendre des bonnes habitudes. Et après, il y a des sujets beaucoup plus ponctuels. Savoir là où on va aller en vacances, savoir quel type de produit on achète, savoir où est-ce qu'on veut habiter, comment on se chauffe. En fait, il y a un sujet de s'informer pour prendre les bonnes décisions. Mais ça, c'est typiquement, on achète, on change de logement quelques fois dans sa vie, on achète peut-être quelques véhicules. Donc, ça vaut la peine pour le coup de s'informer et pas croire des choses fausses comme quoi la voiture électrique, c'est pire que la voiture thermique, parce qu'il y en a parfois des articles qui disent n'importe quoi. Voilà, c'est important sur les gros sujets ponctuels de s'assurer qu'on ne prend pas les mauvaises décisions. Donc, au final, est-ce que les actions sont faciles ou difficiles? En fait, ça dépend de la vie de chacun et de notre appréhension ou de notre perception de à quel point on est prêt à investir, à quel point on est prêt à changer son quotidien, à quel point on a des moments dans sa vie, on a des moments charnières où on peut faire des changements. Donc, c'est vraiment un sujet qui est personnel, autant que collectif. Donc, évidemment, il faut tous qu'on le fasse, mais un peu chacun à son rythme. Il ne faut pas se faire la leçon ou se dire qu'on est beaucoup plus vertueux que la moyenne, parce qu'on a globalement tous une bonne trentaine d'années de retard sur le sujet, donc on n'a pas de quoi pavoiser, et moi le premier. Et donc, concrètement, là, on va le dire encore une fois, la première étape, c'est tout simple, c'est on mesure son empreinte carbone, et à partir de là, on peut se dire comment on va décarboner son mode de vie. Et donc là, on va montrer sujet par sujet des exemples concrets de ce qui est le plus pertinent sur le transport, sachant qu'il y a des transports du quotidien au ponctuel, du pro, du perso, sur le logement, sur l'alimentation, sur les consommations de produits et services. On va parler du numérique et de la mode pour montrer 2 exemples plus concrets, mais ça s'applique à tous. Et bah, on n'a pas mis ici le sujet des services publics, car ma foi, c'est pas vous qui allez toquer à la mairie pour qu'ils changent leur chauffage. Ils vont le faire tout seuls comme des grands. Et ce faisant, parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup, c'est important de ne pas rester seul face à tous ces changements, d'en parler avec ses proches. Et donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on peut faire ça de manière assez simple. Et donc, il y a une ressource qui existe et qui est complètement disponible, qui s'appelle Nos gestes climat. Et en 10 minutes, vous pouvez calculer votre empreinte carbone. Alors, je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à le faire. Vous notez ça, par exemple, pour le week-end, la bonne résolution du week-end, avec calculer mon empreinte carbone. 10 minutes, et c'est fait. Ensuite, quand vous allez calculer votre empreinte carbone, vous allez vous dire, OK, comment je m'y prends pour réduire et donc, vous allez avoir besoin d'avoir des ressources pour pouvoir vous guider. Alors, l'une des premiers ressources, c'est MyCO2, MyCO2. Et donc là, ce sont des conférences et des ateliers interactifs dans lesquels vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre compréhension de vos enjeux carbone et de vos émissions carbone. Ça, c'est assez intéressant. Donc, quand vous avez des sujets, des questions, vous posez des questions, vous pouvez aller chercher des ressources en fonction de vos questions sur ce site web, qui est open source également. Ensuite, l'autre truc qui est assez bien, peut-être ça va vous permettre finalement d'avoir aussi, de parler avec des gens, d'encourager les uns et les autres, c'est d'aller dans le club de Todd. Donc, il y a une culture de bienveillance, c'est-à-dire que c'est pas une démarche culpabilisante, mais c'est vraiment une démarche encourageante. Et donc, ça fonctionne comme un WhatsApp familial, et donc dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Tout à l'heure, Laurent disait à juste titre, il y a des moments où on se pose des questions, que ce soit pour l'achat d'une chaudière ou d'autres choses. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, vous allez pouvoir aller dans votre groupe WhatsApp, votre club de tonnes, et donc vous allez pouvoir poser la question et avoir des réponses, avoir des conseils, etc. Donc, je vous encourage vraiment à pouvoir à faire cette démarche-là. Donc, encore une fois, calculer sur votre empreinte carbone sur nos gestes climat en 10 minutes. MyCO2 va vous permettre d'en savoir plus. Et puis, de Ton Club, rejoindre finalement une communauté qui est exactement dans la même démarche que vous, qui est de réduire finalement votre empreinte carbone. On a deux exemples qui sont assez,
je dirais, assez probant. Donc, d'un côté, on a Nadia de Lyon, qui aime bien la mode, qui roule en SUV et qui s'envole pour des week-ends et en Europe et d'autres continents pour les vacances. On se rend compte que le calcul de son empreinte carbone est de 13,6 tonnes. Et Jean, à l'inverse, quasiment pas de voiture, seul dans un studio, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas heureux, est végétarien. Et lui, effectivement, a une empreinte de 4 tonnes. Donc, c'est quasiment 3,5 fois moins que Nadia. Quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Il y a le transport et l'alimentation. On voit que le transport, quand même, Jean, est 28 fois moins, je dirais, pollueur que Nadia. Donc, on voit vraiment qu'il y a un choix qui peut être vite fait sur les transports. Alors, bien évidemment, progressivement, mais en tout cas, pour ce qui est des vacances, etc., il y a quand même des choix qui peuvent être faits. Et sur l'alimentation, bah, c'est aussi assez intéressant, puisqu'en fait, eh bien, on voit qu'il y a un delta de 2,5 fois, c'est-à-dire que Jean pollue 2,5 fois moins que Nadia. Et donc, effectivement, Jean est végétarien, mais en étant simplement flexitarien, c'est-à-dire en réduisant sa consommation de viande autant que possible, en privilégiant finalement peut-être une bonne viande une fois de temps en temps, un peu comme le vin, on peut arriver quand même à réduire significativement finalement son empreinte carbone. Et donc là, encore une fois, entre les choix de transport et les choix d'alimentation qui sont faits, en gros, il y a un facteur de 3,5. Donc, en diminuant encore une fois l'alimentation carnée et puis en réduisant finalement son transport, on va peut-être pas arriver à 4 tonnes, mais on peut vraiment avoir un effet très rapide sur son empreinte carbone. Si on parle du transport, fondamentalement, il n'y a pas 36 solutions, il y a 3 leviers, c'est un peu comme une équation. Faire moins de kilomètres, émettre moins par kilomètre et être plus dans le véhicule qui se déplace. Donc, le premier levier, moins de kilomètres, moins se déplacer, c'est de la sobriété. Ça peut être au quotidien, typiquement du télétravail. C'est au cours de l'année, voilà, on choisit son lieu de vacances avec attention, et ça peut être tout au long de sa vie. Et c'est là où il y a des fameux sujets de domicile-travail qui en fait sont un vrai enjeu. Ensuite, il y a l'efficacité. On va se déplacer, mais par kilomètre, on va moins émettre. Donc là, typiquement, il y a le passage d'un véhicule thermique à de l'électrique ou d'une voiture à un vélo électrique. Ça permet de changer les choses. Et après, il y a plus de l'efficience. On utilise mieux les moyens. Donc là, c'est des émissions par personne qui vont baisser parce qu'on va mutualiser les moyens de transport. Donc, il y a la location, le covoiturage, etc. et les transports en commun. Donc, sur la page suivante, on montre un peu ces ordres de grandeur. Alors, d'émissions. Donc là, on est sur des émissions en grammes de CO2 par passager kilomètre en milieu urbain. Donc, ça veut dire qu'il y a des hypothèses. Typiquement, il y a 1,4 personnes en milieu urbain en moyenne dans une voiture. C'est moins que sur les longues distances. Bah, on voit que voiture gazole ou voiture moyenne, voilà, c'est le même combat, 140 grammes de CO2. La voiture électrique, c'est 75 grammes de CO2. Pourquoi il y en a tant que ça? Parce qu'en fait, on compte la fabrication de la voiture et de la batterie et du moteur et des pneus et de tout, en plus du carburant ou de l'électricité. Donc en fait, on est vraiment sur ce qu'on appelle un cycle de vie complet. Passer en 2 roues, bah, c'est comme passer à l'électrique, un peu mieux. Ce qu'on appelle, nous, les nouvelles mobilités, trottinette électrique, vélo électrique, on voit que ça fait vraiment ça fait 15 fois moins d'émissions un vélo électrique qu'une voiture thermique. Donc, c'est un vrai, c'est un vrai game changer en termes de décarbonation pour les mobilités urbaines. Et évidemment, le must du must, quand on est dans des villes qui ont fait ces investissements, quand ça marche bien, etc., il y a évidemment les transports en commun, où là, on divise par 70 ordre de grandeur les émissions par rapport à la voiture individuelle. Donc, c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête parce qu'on voit qu'il y a le choix de comment on s'organise dans son quotidien, en fait, c'est ça qui va faire vraiment la différence qui permet, quand on parle de réduire les émissions d'un facteur 5 ou sur ça, vu qu'on a continué de manger, de quand même devoir se déplacer, il faut quand même avoir des émissions qui réduisent vraiment fortement et pas juste de 20-30%. Et je vois qu'il y a un commentaire parmi les arguments contre distance domicile-travail. OK, donc ou bien on choisit sa conjointe ou bien son job. Que répondre à ça? Le seul point, c'est sur le sujet du domicile-travail. On peut activer les différents leviers. Être en
télétravail partiel, c'est 2 jours par semaine, ça baisse de 40% les déplacements. Et après, il existe un horizon de temps où on est quand même maître de sa vie dans une certaine mesure. Et je connais des gens qui décident d'habiter dans le sud de la France et de prendre des projets à Paris et qui prennent l'avion pour ça. Ça reste malgré tout un choix parce que c'est beaucoup plus rémunérateur, etc. C'est à la fin du fin, on est forcément un minimum maître de sa vie. Pas totalement, il y a des enjeux collectifs, etc. Mais l'idée, c'est qu'on peut planifier ce genre d'évolution sur 5 ans, 10 ans, pour à la fin arriver collectivement à quand même être sur quelque chose de plus sobre et plus vertueux. Et encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, on doit cramer un peu ses efforts au risque de se perdre. Donc, effectivement. Donc, quelques conseils au niveau du transport. Alors, effectivement, comme le disait Laurent, favoriser les mobilités douces dans son quotidien, le vélo, effectivement, les transports en commun. Privilégier le covoiturage, y compris dans son entreprise, pour aller finalement travailler. Aujourd'hui, il y a des applications qui marchent très bien. Il y a tout un tas de ressources aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, c'est que la technologie aujourd'hui peut nous aider à pouvoir programmer finalement ces covoiturages ou toutes ces choses. Limiter, voire arrêter de prendre l'avion, donc ça paraît quand même fondamental. Investir dans une voiture électrique, ou dans la colocation finalement de voitures, ce qui est possible aussi notamment en milieu urbain. Moi, par exemple, je n'ai pas de voiture et je n'utilise que des voitures partagées. Et donc, il y a des plans aujourd'hui pour avoir finalement des voitures électriques qui sont copartagées. Et puis, adopter une éco-conduite, c'est-à-dire effectivement limiter sa vitesse. Bon. Limiter sa vitesse, arrêter le moteur en une période d'arrêt, etc. Ensuite, sur l'alimentation, à gauche, on a mis les émissions moyennes selon les régimes alimentaires. Juste pour expliquer pourquoi la viande, c'est tant un sujet. En fait, il y a plein de choses. Déjà, les animaux, il faut les nourrir, donc il faut produire de la nourriture, et donc ça embarque toutes les émissions de la fabrication des aliments pour les animaux, qui ensuite, après, doivent être processés. Voilà, il y a toute une industrie derrière, pour utiliser un terme un peu barbare. Et au sein de la viande, il y a le sujet du bœuf. Et pourquoi le bœuf, c'est un problème, même si c'est très bon, c'est qu'en fait, c'est un ruminant. Et les ruminants, ils ruminent, c'est-à-dire qu'ils émettent du méthane, qui est un gaz à très fort gaz à effet de serre. Et donc, ça couvre également le sujet pour le veau. Typiquement, si tout le monde mangeait du poulet, on serait déjà plutôt pas mal sur ces sujets-là. Donc, il y a vraiment un enjeu physique. On n'a rien contre les vaches, hein, mais le méthane, c'est un gaz à effet de serre et ça vient de là. Alors, quelques tips, effectivement, c'est effectivement de réduire la consommation de viande. Alors, peut-être avant ça, il y a peut-être un autre type qui est de démystifier finalement le fait que si on mange pas de viande, on va être très faible et on va pas s'en sortir. Alors, c'est bête hein, ce que je dis, mais c'est vrai que beaucoup de gens que je rencontre et qui n'ont pas fait ce pas se disent, finalement, moi, si je mange pas la viande, je vais m'évanouir. Alors, c'est pas le cas. Et peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est de commencer à aller s'intéresser, à aller manger dans un restaurant végétarien ou vegan, peut-être aller prendre un cours de cuisine, etc., pour voir que finalement, on peut très bien manger, et que c'est copieux, sans viande. Et puis limiter finalement, sans se dire, OK, je vais devenir végétarien, mais te dire tout simplement, eh ben, je vais manger de la viande une fois par semaine, pour commencer, seulement une fois par semaine. Et puis, se réserver finalement cette viande, une très très bonne viande, une bonne pièce, etc. Vous faites plaisir. Mais c'est vrai que ça permet finalement de progresser dans cette voie. Consommer des fruits et légumes, des produits localement, de saison, si possible. Arrêter l'eau en bouteille. Alors, c'est un grand scandale, mais effectivement, arrêter l'eau en bouteille, c'est-à-dire avoir une gourde ou quelque chose de remplacement. Composter. Et puis acheter en vrac, c'est-à-dire effectivement, soit acheter en vrac, ou soit forcer finalement la main, c'est-à-dire aller dans votre supermarché avec vos sacs en bambou, etc. et dire tout simplement, eh bien moi je vais peser mes fruits et légumes dans ces sacs en bambou. Voilà pour quelques pistes. Hein. Encore une fois, il y a des groupes, on en citait tout à l'heure, hein, il y a Teuton's Club en fait, où vous pouvez avoir des tas d'échanges avec les uns et les autres pour échanger des bonnes pratiques. C'est très convivial. Je vous encourage encore une fois à y aller.
Ensuite, parlons du logement. Avant de parler, là, on va faire un petit focus sur l'électricité, mais avant ça, le premier sujet, on s'en rappelle, c'est le gaz, le fioul. Donc, il va falloir changer ces modes de chauffage. Ça fait longtemps qu'on aurait dû interdire le chauffage au fioul et interdire l'installation du chauffage au gaz et planifier le remplacement accéléré de ces modes de chauffage. On n'y est pas encore. Le sujet, c'est qu'on va quand même devoir chauffer. Donc, on peut utiliser de la biomasse, et c'est une bonne chose, ce qu'on appelle les granulés de bois, les pellets, ou de l'électricité. L'électricité, le sujet, c'est qu'il faut quand même la produire. Donc là, cette carte, ce qu'elle montre, c'est l'empreinte carbone à l'instant T en Europe de la production d'électricité. Donc on voit que la France, qui était avant toute verte, malheureusement, elle est passée jaune parce qu'on manque de nucléaire. Le nucléaire, on le rappelle, n'émet pas de gaz à effet de serre. La fumée qui sort des centrales, c'est juste de la vapeur d'eau et la chaleur, elle vient des atomes de métal d'uranium que l'on coupe en deux. Voilà, donc c'est pas un gaz à effet, c'est pas le sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'électricité, en fait, vu que l'électricité ne se stocke pas, ou extrêmement mal, ça dépend des moments de l'année et des moments de la journée. Globalement, en hiver et ou le soir, on émet plus de gaz à effet de serre à cause de l'électricité parce que le soir, il n'y a plus de soleil, donc panneau solaire compliqué. Le vent, il n'y en a pas assez. Et on ne peut pas faire varier la production des centrales nucléaires comme on veut. Donc, on allume des centrales au gaz, ce que vous voyez sur la droite. Et en ce moment, on n'a pas assez de nucléaire, donc on a plein de gaz, malheureusement. Et nos amis polonais et allemands sont très sombres parce qu'ils fonctionnent au charbon et un peu au gaz. Donc, sur la page suivante, ce qu'on montre, c'est là, vous voyez l'évolution selon les jours. On voit que les jours de week-end, il y a un peu moins d'émissions parce qu'il y a moins de consommation. Si on zoomait dans les journées, on verrait que la nuit, en moyenne, il y a moins d'émissions. Donc, c'est un vrai intérêt de décaler sa consommation pour ce qui est très consommateur, les lave-linges, les lave-vaisselle et autres. On voit que la vague de froid qui est arrivée la semaine dernière, les émissions montent parce qu'on a besoin de gaz. Et si vous voulez être un citoyen qui évite qu'on ait un blackout, on vous invite à faire deux choses. Télécharger EcoWatt, ça vous permettra d'avoir des alertes officielles de RTE pour savoir si on est sur une journée qui est tendue en termes de consommation d'énergie, car malheureusement, avec la guerre en Ukraine et au joyeuseté et Poutine qui nous embête, en fait, on est très tendu sur le réseau. Voilà. Et également, installer l'application Adapt, qui a plein de conseils pratiques pour limiter sa consommation, enfin optimiser ses émissions et sa consommation d'énergie et d'électricité dans son foyer. Donc, c'est vraiment deux applications qu'on vous invite à télécharger pour éviter qu'on se réveille un jour avec il n'y a plus de courant partout dans une ville en France parce que le réseau a sauté. C'est quand même dans des scénarios qui risquent d'arriver sur les 2 mois à venir. Alors après, au niveau des conseils, effectivement, c'est de baisser la température de consigne de son logement, c'est-à-dire effectivement de privilégier finalement un petit flux à la maison et 1 ou 2 degrés de moins finalement sur le thermostat. Équiper son logement d'ampoules LED, alors ça, exemple très simple, hein, imaginons une maison, une installation avec 10 lampes normales, 64 watts, etc. Simplement le simple fait de changer les ampoules et mettre des LED, eh bien, ça divise par 7 la consommation. C'est une économie à la fin de l'année et ça permet finalement aussi d'avoir un bon geste vers la planète et son empreinte carbone. Programmer ses appareils électroménagers la nuit, effectivement, et puis éteindre ses appareils en veille, sachant que la veille fait tourner également des centrales nucléaires. Engager des travaux de rénovation énergétique, donc ça c'est plus pour le long terme, etc. Mais effectivement, il y a pas mal d'aides de l'État aussi pour pouvoir faire ce genre de changement. Mais effectivement, c'est aussi important en fait de pouvoir mieux isoler son logement. Au niveau de la fashion, euh, donc effectivement, un des gros sujets, c'est également la consommation effrénée et qui a progressé, notamment avec le milieu de la mode et du marketing. Il vient des vêtements, des vêtements qui ont pu parcourir des dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur les étals et avant d'être portés par vous. Donc voilà, on a lu qu'un jean pouvait par exemple parcourir plus de 65 000 kilomètres pour être vendu. On commence à avoir des artistes pour Orelsan qui en parlent très bien dans des chansons.
Et le but du jeu, effectivement, c'est de pouvoir finalement favoriser déjà des vêtements de seconde main, choisir des vêtements de qualité, encore une fois un peu de sobriété, c'est-à-dire peut-être acheter moins souvent, mais de la qualité, fait localement, etc., par des gens de la région, etc. Réparer ses vêtements, et même les chaussures. Les chaussures, une bonne paire de chaussures, ça se répare. Et puis, préférer des fibres moins émettrices de CO2, le lin en particulier, sachant que le lin, on est le plus gros, je crois, ou le second ou le premier producteur mondial de lin. On ne savait pas vraiment finalement le transformer, mais aujourd'hui, ça redevient finalement une industrie en France. Effectivement, les vêtements en lin sont aussi un bon choix quand on souhaite faire attention sur la manière dont on s'habille. Ensuite, pour revenir sur le sujet chéri du numérique, quelques petits ordres de grandeur. Un iPhone 12, donc plutôt haut de gamme, ça représente 70 kg de CO2 sur toute sa vie. Donc c'est peu ou pas beaucoup pour quelque chose qu'on va utiliser pendant plusieurs années et sur lequel on peut passer des heures par jour. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que 80% de l'impact, c'est la fabrication du téléphone. Et on a juste 14% qui est son utilisation avec de l'électricité, etc. Et ça, encore, c'est en moyenne mondiale. Vu que l'électricité française est moins carbonée, c'est encore un peu plus faible en France. Donc, l'enjeu, clairement, si on veut faire un geste pour la planète, c'est pas forcément dire je n'achète pas d'iPhone, c'est je le fais durer le plus longtemps possible. Donc, à droite, on a mis quelques ordres de grandeur entre 1 an d'email, 2600 emails, n'en déplaise à certains. C'est pas vraiment ça le sujet prioritaire, les emails. 1 an de streaming, bon, on commence à en avoir un petit peu plus, mais bon. 1 an de streaming, c'est 3 fois, enfin, en ordre de grandeur, 3 fois moins que le smartphone, sa fabrication. Et un ordinateur portable, c'est 135 kg de CO2. Donc, on a surtout des enjeux, et Back Market, pour ne pas les citer, on fait une campagne de pub sur le sujet. On réduit significativement son empreinte numérique en passant par défaut sur des achats reconditionnés, parce qu'aujourd'hui, il y a 7 fois plus il n'y a qu'un produit sur 7 de mémoire qui est acheté en reconditionné, donc on peut encore faire x7 sur ce volume-là. Par ailleurs, faire durer un maximum les produits. Et une fois que tout le monde aura commencé à prendre le pli, on finira par avoir des obligations de batteries qu'on peut remplacer, des produits qui sont plus simples à réparer. Ça finira par être dans les mœurs, parce que les sujets sont en train de monter également au niveau européen pour avoir plus de réparabilité et moins d'obsolescence numérique. Donc voilà, le vrai enjeu, c'est d'abord le matériel et les usages. Bon, il y a un sujet sur la vidéo, mais c'est de second ordre par rapport aux produits en tant que tel. Alors, au niveau des tips, effectivement, il y a acheter des électroménagers et des biens numériques d'occasion. Donc, tu as cité, Laurent, Back Market. On peut penser aussi au groupe Save au niveau des téléphones, etc. Et allonger la durée de vie de nos équipements. Alors, d'un point de vue entreprise, il y a des solutions également, mais aussi d'un point de vue, je dirais, personnel. Eh bien, effectivement, peut-être réfréner son envie d'avoir le dernier iPhone à la mode, ou de l'autre côté aussi, tout simplement, essayer de privilégier des marques qui ont un statement assez fort sur tout ce qui est conception et puis réduction de l'obsolescence programmée. Réduire son usage de streaming, ou en tout cas, simplement, sur son téléphone, réduire la qualité du streaming. C'est tout bête à faire, mais ça permet aussi de faire le job. Et opter pour des équipements de P1 en termes de consommation énergétique, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, de par la loi, les fournisseurs sont tenus finalement de faire figurer cette information sur les produits électroménagers. Donc, voici quelques pistes pour pouvoir finalement diminuer cette empreinte numérique au niveau du carbone. Alors, pour sensibiliser et montrer l'exemple, je pense que tout ce que vous pouvez faire, j'espère qu'on a réussi un peu à vous montrer que tout ce que vous pouvez faire finalement a une importance non négligeable, et qu'en fait, la somme de tous ces efforts fait que le changement finalement est en la faveur de la planète et de l'habitat, de notre habitat, de l'humanité. Je pense que on peut utiliser finalement tous ces gestes, effectivement, si on s'entoure effectivement encore une fois dans une communauté, etc. Mais on peut très bien utiliser ces changements comme un statement, un lifestyle en fait, qui est nouveau et pas inintéressant. Et surtout, je pense qu'il faut montrer l'exemple
et surtout ne pas avoir de démarche, je dirais, culpabilisante, pardon. Il faut avoir une démarche constructive et encourageante. Faut encourager, c'est un peu comme une personne qui arrête de fumer, il faut l'encourager, il faut pas la culpabiliser. Et bien, quelqu'un qui réduit finalement son empreinte carbone, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ça, Laurent. Euh, bah, je pense que l'essentiel est dit en fait. Il y a, c'est pas un concours de vertu ou des achats d'indulgence ou que sais-je encore. C'est un sujet qui est à la fois éminemment personnel et moral et en même temps collectif. Donc il faut en parler. Ce qui est quand même bien sur ce sujet, c'est que le sujet carbone commence à être assez documenté pour avoir des bases factuelles. De toute façon, on peut tout comparer en équivalent de CO2. Donc, ça permet d'avoir quand même des ordres de grandeur où très vite, on voit, bah oui, ça c'est sympathique, mais c'est 10 fois trop ou 10 fois moins que tel autre sujet. Donc, assez vite, ça permet de remettre l'église au centre du village, sachant que par rapport au niveau d'ambition des objectifs, il faut, dans tous les cas, on n'a pas fini de se renseigner et de voir ce qu'on peut faire et d'en parler et de sensibiliser. Ça sera l'œuvre d'une vie pour toutes les personnes sur Terre. Donc autant s'y mettre le plus vite possible. Absolument. Et peut-être qu'à ce moment, on est sur le point, on a encore quelques slides, mais encore deux, trois slides, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est assez intéressant d'entendre ce que vous avez à dire, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc n'hésitez pas, c'est un peu le moment pour poser les questions. Peut-être que... Alors, il y a une question de Baya. Est-ce que des systèmes comme Back Market n'offrent pas des canaux de revente permettant à des personnes de changer encore plus régulièrement de téléphone? Estimez-vous que c'est marginal? Alors, nous ouvrons la boîte de Pandore de l'effet rebond. Tout à fait. Alors, c'est une vraie bonne question. Et en l'occurrence, l'étude qui a été faite par Back Market est de mémoire basée sur des études consommateurs pour quantifier cela. Chez Action, on a fait des bilans carbone pour des acteurs dans la seconde main, comme Vestiaire Collective, où c'est justement des habits de seconde main, ou Celency, on est sur des meubles de seconde main. Il y a un effet, il y a un biais de sélection parce que les personnes qui aujourd'hui achètent de seconde main sont plus sensibilisées que la moyenne. Donc, ça limite l'effet rebond par rapport à si on déployait ça sur l'ensemble de la population. Mais globalement, on est quand même sur des impacts où c'est vraiment, ça évite vraiment des achats neufs en immense majorité. L'immense majorité de l'impact, une fois de plus, c'est sur la fabrication. Donc certes, il y a le produit qui est envoyé dans un entrepôt, il est revérifié, il est renvoyé dans un magasin, ça a des émissions. En ordre de grandeur, on baisse quand même de 80% l'empreinte. Ce qui est vrai aujourd'hui avec le niveau de pénétration de la seconde main n'est peut-être pas vrai dans 3 ans, dans 5 ans, où ça se généralisera. Mais aujourd'hui, ça reste quand même une bonne action. On pourra toujours trouver un contre-exemple, mais ils sont marginaux par rapport à la pratique aujourd'hui. Ou alors on aura été très clair, mais n'hésitez pas. Je crois qu'il y en avait d'autres dans le chat. Alors, je vois passer chauffage ou gaz ou électrique, pompe à chaleur, que choisir? Bien, je pense, je ne suis point ingénieur thermicien pour les maisons. Donc, en fait, typiquement, ça demande, c'est le type de sujet ponctuel avec investissement pas évident où ça vaut la peine de se renseigner pour pas mettre 5 000 euros ou 10 000 euros sur quelque chose qu'on dimensionne mal. Et c'est là où un groupe comme Tutons Club permet d'en parler avec des gens, avoir des retours d'expérience et autres. Donc je vais suspendre mon jugement car je sais que c'est très compliqué. J'ai juste compris que c'est en général un mix de d'abord rénovation, enfin, dans l'ordre, il faut idéalement faire une rénovation profonde pour limiter les consommations, puis décarboner le chauffage avec pompe à chaleur et après avoir si on a que du chauffage électrique ou de la biomasse. C'est ce que j'ai compris, mais je ne suis pas expert de la partie particulier, je suis plus sur la partie entreprise, donc je ne vais pas dire de bêtises. Eh bien, justement, Laura, sur la partie entreprise, quelles actions peuvent être mises en place après la réalisation d'un bilan carbone en entreprise? Laurent, c'est cadeau. Ouais. C'est cadeau. C'est en partie la même réponse que ce qu'on mettait sur la page sur une fois qu'on a fait le bilan. En fait, selon la photo de l'entreprise,
on va avoir des sujets qui sont différents parce qu'on a des entreprises où il y a plein de gens qui prennent l'avion, d'autres où on a des chauffages sur les bâtiments qui sont catastrophiques, d'autres où on a des process industriels qu'il faut décarboner. Donc, il n'y a pas de réponse qui marche pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord avoir un premier niveau qui est qu'il y ait un référent sur ces sujets-là pour chaque fonction de l'entreprise, le responsable du bâtiment, les RH, l'IT, les achats, pour pas que ça soit juste quelqu'un à la RSE qui s'occupe du sujet. Et après, il y a des sujets qui sont forcément pertinents sur, je sais pas, de la mise en place de télétravail, des passagers électriques, des flottes de véhicules, des salariés quand il y a des flottes de véhicules, se poser la question d'avoir une vraie stratégie patrimoniale pour être dans des locaux qui sont faiblement émissifs. Et après, on peut être sur des sujets beaucoup trop cœur de métier pour que j'apporte une réponse pertinente, mais ça va dépendre du secteur de l'entreprise. En gros, s'il y a des gens qui sont intéressés justement par ces sujets-là, pour rappel, en fait, donc, au niveau de l'entreprise, il y a Axio qui peut aider les entreprises finalement à mesurer leur empreinte carbone et à avoir un plan de réduction. Et puis bon, on va parler un peu de NOS. NOS peut permettre aussi de justement compenser l'empreinte résiduelle en impliquant aussi les participants, que ce soit les clients ou les employés, et de pouvoir travailler un peu sur le discours avec des projets qui sont très, très bons. Ça, c'était pour le moment commercial et pub, désolé. Il n'arrête pas de dire que les personnes les plus riches consomment beaucoup plus que les personnes les plus pauvres. Que je comprends, mais est-ce qu'on a des chiffres dessus? Alors ça, c'est super, Émile, parce qu'effectivement, on a eu une discussion en préparation du webinaire avec Laurent qui a vraiment des bons éléments de réponse. Ouais, donc ça, on l'a en annexe, cette page, donc je ne sais pas si on peut l'afficher, elle est à la fin du doc. Global. Je vais voir. Ouais. Parce qu'il est peut-être en masqué. Ouais, c'est tac. La 41. La 41. 41. Okay. Ouais. Donc, si on peut la mettre en plein écran, peut-être, ce sera plus clair. Ouais. J'essaye de. Tac. Si on met le diaporama, je pense que ça marche. Là, direct. Affichage diaporama. Mais elle était cachée. Ouais, mais comme ça marche. Donc, alors, plus on est riche, plus on émet. Ordre de grandeur, oui. Corrélation, causalité, vaste débat. Qu'est-ce que ça montre, ce graphique? L'axe vertical, c'est les émissions tonnes de CO2 par an par personne. Ça monte jusqu'à 100. Donc, ça fait réfléchir. Et en bas, c'est les déciles de revenus des 10% les moins riches aux 10% les plus riches. Deux, trois enseignements. Si on regarde d'abord la grande flèche, plus on est riche, en moyenne, plus on émet. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un nuage de points vachement dispersé. Donc, il y a quand même, c'est pas juste, je suis au SMIC, j'ai mes temps, je suis Bernard Arnault, je mets tant. Lui, il est en jet privé, donc il y a un sujet. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont modestes, qui émettent beaucoup, et c'est sûrement malgré eux, parce qu'ils n'ont juste pas les moyens d'investir, pas les moyens d'être proches de leur lieu de travail, etc. Et que, sur la viande, on peut rentrer dans des milliards de débats, mais globalement, ils ne font pas exprès. Et on voit qu'en moyenne, plus on est riche, plus on émet, mais il y a quand même une énorme dispersion et qu'il y a quand même quelques personnes fortunées qui émettent peu, donc merci à eux. Et on voit que là, sur l'échelle, les 2 tonnes, c'est quand même tout en bas. Donc tout le monde va devoir descendre en bas sur l'axe vertical. Et ce qu'on voudrait, c'est quand même pas que tout le monde se passe sur les revenus de ceux qui sont tout à gauche. Parce que si on finit tous avec le top sous le seuil de pauvreté, concrètement, on va avoir du mal à faire accepter la transition. Donc, ce que ça montre, c'est que ça montre le poids des actions individuelles qui est quand même ultra important parce que la dispersion est vraiment forte. Et ça, c'est une étude de l'OFCE. Je n'ai pas tous les détails de la méthode, mais c'est une des rares études que j'ai pu trouver sur le sujet. Merci Laurent. Alors, question très terre à terre de Frédéric. Avez-vous une idée de combien de temps cela prend de mettre en place une démarche carbone, temps, coût, avantage pour une PME internationale de 50 personnes? Peut-être que le mieux, c'est que Frédéric prenne contact avec toi à l'issue de ce. Oui, après, c'est de l'ordre, mesurer l'empreinte quand on est 50 personnes, en quelques semaines, on a une bonne photo. Et à partir des émissions, on a déjà en tête les actions de réduction assez directement. Après, la mise en œuvre, ça peut être plus ou moins long parce qu'il y a des actions qui peuvent être assez immédiates. D'autres, si on se dit qu'on veut faire de l'éco-conception sur ces produits ou être accompagné dans la durée sur
sur tous les sujets possibles et imaginables. En fait, c'est forcément un projet d'entreprise qui, d'une certaine manière, c'est jamais fini. Parce que c'est réussi le moment où ça fait partie intégrante de la stratégie de la culture d'entreprise, d'être à chaque instant conscient de son empreinte. Mais le coup d'entrée, c'est au bout de quelques semaines, on voit quels sont les vrais sujets, et avec une vraie base quantitative et des actions de réduction. Et pour aller un peu plus loin sur le sujet, effectivement, de contribution carbone, de compensation carbone, en gros, la tonne, aujourd'hui, les crédits carbone sont échangés, je crois, de l'ordre de 60 euros par tonne, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, on peut trouver des projets qui sont aussi très intéressants et qui sont à peu près, je dirais, entre 20 et 35 euros la tonne. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on propose. Donc voilà, ça donne des idées de grandeur aussi à ce niveau-là. Alors, autre question. J'ai une deuxième question, Émile. Je suis dans une start-up parisienne. Tout le monde vient à pied ou en métro et chacun mange ce qu'il veut et nous sommes dans un bâtiment neuf et bien isolé. Du coup, si je suis dans votre schéma du début, sur quoi peut-on agir? Ok, intéressant. Vient à pied en métro. Bâtiment neuf bien isolé, typiquement les entreprises de services, on va avoir donc les startups parisiennes en grande partie, vont compter dans les entreprises où l'essentiel des émissions sont en amont. Il y a un sujet d'IT où c'est pas encore la pratique d'avoir une gestion de l'IT la plus durable possible et reconditionnée. Il y a des acteurs spécialisés sur le sujet, des résidents et autres qui en font leur cœur de métier. Et ensuite, il y a un sujet un peu plus méta-macro. Toutes les entreprises vont devoir se poser la question, vont devoir se poser deux questions. Est-ce que le service que je propose, existera encore dans un monde bas carbone? Parce qu'on peut être une start-up et faire de l'optimisation des coûts sur les vols d'avion. En fait, il y a un vrai sujet de sous-jacent métier. Donc, il y a un peu cette question un peu fondamentale, stratégique à se poser. Parfois, ça ne va pas changer grand-chose. Et après, il y a aussi une autre question, c'est en termes de produits et de services et de communication vis-à-vis des clients. Est-ce qu'il y a des opportunités business, pour parler gros sous, grâce à la transition? Parce qu'en fait, ça peut être un vrai sujet de développement et de rayonnement de l'entreprise, de proposer des services en lien avec la transition. Et donc, ça va dépendre de ce que fait exactement l'entreprise. Si on est spécialisé sur la pub en ligne vidéo et les NFT, il y a un sujet. Si on est sur des sujets plus en lien avec la transition, pour le coup, il y a des choses intéressantes. Ouais. Compliqué de répondre une fois de plus sans connaître le cœur de métier de l'entreprise. Sinon, on passe à côté un peu du cœur du sujet. Effectivement, Noël approchant, il y a sûrement des petites idées de cadeaux sympas, vu qu'un des enjeux, c'est de sensibiliser. Donc, deux, trois propositions. Il y en a plein, mais pour en citer quelques-uns, on n'a pas de part chez eux. Il y a le Grand Livre du Climat, alors certes, qui est écrit en énorme préface de Greta Thunberg, mais en fait, c'est vraiment une centaine de personnalités, dont beaucoup de scientifiques, qui ont écrit, et c'est de bon niveau. C'est assez dense, mais c'est vraiment une belle somme, et c'est un beau livre par ailleurs. Si vous ne l'avez pas déjà lu, offert, etc., et pour les gens les plus réfractaires dans votre entourage, la BD Le Monde sans fin, avec c'est Jean Covici qui a écrit le texte, et j'ai oublié le prénom le nom de l'auteur, mais c'est celui qui avait notamment fait Quai d'Orsay. Donc c'est la meilleure vente de l'année, je crois, mais il faut que ça continue. Et enfin, si vous voulez, plutôt que planter un sapin, vous pouvez quand même, couper un sapin et le décorer, vous pouvez aussi financer les restaurations de forêt, donc des arbres, avec Écoterie, par exemple. Donc voilà, quelques idées de cadeaux pour un peu mettre en acte cette transition dans tous les foyers. Merci Laurent. Je dirais, le webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Car moi, j'ai appris aussi quelque chose aujourd'hui, plusieurs choses d'ailleurs. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça va vous inviter finalement, si ce n'est pas encore fait, à mesurer votre empreinte carbone pour pouvoir finalement agir. Et puis n'oubliez pas que si dans votre entreprise, vous avez des thématiques sur le calcul de l'empreinte carbone en entreprise et sur des pistes pour réduire l'empreinte carbone,
n'hésitez pas à contacter Laurent directement chez Axio. L'email apparaît en bas de page. Et puis, si vous avez des sujets plus liés à l'impact, et donc pour pouvoir finalement avancer et accélérer sur des sujets impact, externalité positive, RSE, ou entreprise, en engageant finalement vos collaborateurs, soit avec du mécénat, avec du mécénat de compétences, pro bono, etc. Vous pouvez me joindre à EAM Global pour pouvoir en parler. En attendant, le replay sera disponible. Vous avez nos emails. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vais laisser le mot de la fin à Laurent, qui était finalement l'expert de la journée dans ce webinaire. Merci Laurent en tout cas. Merci Eric et merci à tous pour votre participation. Et donc ce n'est que le début. Ça va nous suivre pour encore de longues années, mais c'est quand même quelque chose d'enthousiasmant de se dire qu'on peut vivre à 8 milliards bien sur cette planète. Une bonne soirée. Super mot de la fin Laurent. Merci à toi, merci à tous. Au revoir et à bientôt.